Merci au professeur Bakeli de nous permettre de parler de tout ça. Alors, je vais vous parler des presbylasix versus implants multifocales et DOF. On sait que ce sont des chirurgies souvent opposées et que la tendance actuelle privilégie en première intention une chirurgie intraoculaire plutôt qu'une chirurgie cornéenne. On va voir tous les avantages, tous les inconvénients de ces deux techniques. Le choix de ces indications, soit cataracte, soit laser, va nécessiter un bilan préopératoire détaillé et on utilise, à part la réfraction vision binoculaire, l'aberrométrie pour connaître l'aberration et la qualité visuelle et surtout l'OCAS qui va nous permettre de connaître l'accommodation résiduelle restante et les indices de cataracte du patient. Alors, vous avez vu, là, on vous a parlé des différentes stratégies du presbylasix. Vous voyez qu'elles vont de la monovision standard à l'équivision. Pour ma part, je recherche la plupart du temps l'optimisation de la vision binoculaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura avec l'équivision pratiquement pas d'anisométropie. On a un respect de la vision binoculaire et Nicolas vous a expliqué un petit peu les différentes attitudes en mono et dual vision. Comment fonctionne le presbylasix? Mais en tout cas de façon multifactorielle, ce n'est pas qu'une seule façon. La multifocalité, on le verra, une augmentation de la sphéricité et de l'aberration sphérique, et ceci va entraîner au moins une augmentation de la profondeur de champ, on vous l'a expliqué, une amélioration de la qualité de l'image rétinienne, une réactivation de l'accommodation résiduelle, et ça a été prouvé plusieurs fois, et tout ceci est en relation avec la plasticité cérébrale. Ici, une multifocalité cornéenne post-presbylasix myopique et hypermétropique. Et on voit au centre, chez le myope, vous voyez, ce bourrelet jaune qui montre cet îlot central. Et on le voit également à diapo à côté, chez l'hypermétrope, un îlot central post-presbylasix également. Donc, c'est cette multifocalité cornéenne. Mais également, l'augmentation de la sphérisité cornéenne, on vous en a parlé, c'est dû à la prolatisation de la cornée. On va programmer un delta Q de moins 0,60 pour créer une cornée beaucoup plus hyperprolate qui va augmenter notre aspéricité. Alors, ceci, ça va augmenter la profondeur de champ. Comme le disait Nicolas, pourquoi on augmente la profondeur de champ? C'est parce qu'elle est chez l'œil humain de seulement 0,30 dioptrie et elle est insuffisante, en tout cas, pour permettre seule de voir une vision de près. Le traitement équivision, c'est celui que j'utilise le plus souvent. Il est basé sur nos études et sur ma propre expérience. Ça fait quand même au moins 14 ans que j'ai été opéré. Et on s'était aperçu, vous le voyez sur ces diapositives, qu'on a une réactivation de l'accommodation ici qui est passée en haut de 1 dioptrie à 3 dioptries à 10 mois. Et on voit sur le schéma du bas qu'on a également une amélioration de la qualité visuelle qui est très importante grâce à ces traitements presbycorps. Alors, dans la presbytie, je vous montre ce schéma qui montre que l'aberration sphérique cornéenne devient de plus en plus positive avec l'âge et qu'elle altère la qualité de l'image rétinienne. On voit ici un E très flou. Ceci va inhiber le réflexe accommodatif et notre perception cérébrale. Quand on prolatise la cornée lors du presbycorps, on va moduler cette aberration sphérique et on va améliorer ce flou rétinien. On le voit sur cette diapo. On va augmenter, bien sûr, la profondeur de champ et on va surtout avoir aussi une meilleure qualité visuelle qui va nous permettre d'améliorer la perception cérébrale et de réactiver le réflexe accommodatif. Ici, quelques résultats complémentaires à ceux qu'on vous a déjà montrés, qui ont été obtenus avec l'OCAS, qui montrent une augmentation de l'accommodation. Ici, on le voit de 0,69 dioptries à 2 dioptries. Sur la cinquantaine de patients que nous avons étudiés. Et quand on travaille également avec l'œil tracé, on s'aperçoit au centre ici qu'on a une modification de la direction de l'aberration sphérique interne en relation justement avec la réactivation de l'accommodation, comme nous disait Charlie, et qui est semblable au modèle physiologique qu'on voit en haut chez le jeune enfant. Donc, on s'aperçoit que le cristallin se remet à marcher. Après ces bons résultats, mais on a fait quelques études en IRM fonctionnel sur 5 patients seulement,
pour évaluer le rôle de la plasticité cérébrale et la création de nouvelles connexions post-écluvision. On s'est aperçu qu'il y avait de nouvelles connexions qui se créaient grâce à cette lecture continue. Alors, après toute cette chirurgie cornéenne dont on vous a parlé, qu'en est-il des implants multifocaux type EDOF? On s'aperçoit que de toute manière, les implants, ils veulent de toute manière au moins s'approcher de l'accommodation du presbylastique. Qu'est-ce que c'est qu'un EDOF? C'est un terme marketing au départ, comme full range, comme extended range. C'est apparu à peu près sur le marché il y a au moins 5 ans et se différencie par leur design optique. On va en voir quelques-uns. C'est une réponse, bien sûr, à la forte demande des patients pour s'affranchir des lunettes en vision de près, avec un confort en vision de loin, en vision intermédiaire. C'est ce qu'on appelle la silver economy. C'est du temps passé sur Internet de plus de 50 ans. Et en tout cas, c'est un implant, on va dire, qui veut s'approcher de l'accommodation physiologique et offrir, comme le presbylastique, une vision continue. On peut parler des implants EDOF purs, les monofocaux, comme l'isopure de Physiol, le Synthesis de Cutting-Gel, mais ceux-ci, malgré tout, ne permettent pas de s'affranchir de la vision de près. Quels sont les implants qui peuvent prendre en charge la vision de près? Ce sont des implants multifocaux type EDOF, qui sont classés ici en fonction de leur design optique. On voit ici le Minuel ou le Liberty de Medicontour grâce à un design sphérique, le Symphony d'Anita ou d'Intensity, le Symphony qui est un apodisé diffractif-réfractif, le quadrifocal qui est une vision de Physiol ou le panoptique d'Alcon, le trifocal l'acrylizal Zeiss, Pinol Technologies ou même maintenant des EDOF techniques instant focus, l'Eden et le Lucidis et l'Harmonis. Ces implants EDOF, Instant Focus, c'est l'Eden et le Lucidis. Voilà, ils reposent en tout cas sur une surface hybride multizone, comme vous le voyez sur la diapo, enfin, qui est une réfractive-diffractive, qui n'est pas simplement un design asphérique. On voit également l'implant Harmonis, qui intègre une technologie EDOF Instant Focus et qui est un implant customisable selon la demande du patient. J'ai utilisé beaucoup de Medicontour à un moment, qui est un apodisé diffractif, et il repose sur le design technologie PAD, Progressive Optimize Diffractive, avec une réduction de la hauteur des marches du centre vers la périphérie, et chaque marche diffractive a une courbure asphérique différente. Ce mieux, en tout cas, un nombre élevé, en tout cas, d'AV number, j'aime bien justement à cause de ça, parce qu'il diminue l'incidence également de l'aberration chromatique. Parce que justement nous avons opéré beaucoup de presbylastique, eh bien, on a une forte demande ensuite des patients qui veulent ne plus voir de loin et de près, et c'est pour cette raison que la plupart du temps, on peut dire tout le temps, je mets des implants multifocaux à post-presbylastique. Ici, on a fait une brève étude en acuité visuelle après sur 22 yeux implantés en acuité visuelle post-op et avec le Liberty, on s'aperçoit que les acuités visuelles sont très bonnes en post-presbylastique. J'utilise également le Anita maintenant, qui est un Anita Intensity. On voit ici le profil de la lentille. Elle est dotée d'un profil qui permet une vision pratiquement continue et sans interruption à travers tout le champ de vision. On a une optimisation de la lumière en fonction du diamètre pupillaire. Et on voit ici la distribution optimale de la lumière avec 5 foyers, ici aussi bien de l'infini jusqu'à 40 cm. Et une variation de l'addition en fonction du diamètre pupillaire. On s'aperçoit que de l'infini à le près, eh bien, on a une différence également de puissance. Alors, on vous a décrit les deux types de techniques, presbylastique et EDOF, quelle technique choisir? Je crois que c'est important de parler de ça. Le choix de la technique, pour moi en tout cas, doit reposer sur la valeur de l'accommodation, comme on le voit sur la courbe CAS, sur la valeur de l'accommodation résiduelle et sur l'indice de cataracte OSI. Car il est bien certain que pour nous, l'âge ne doit pas être du tout un critère. Il est certain que si on a une accommodation supérieure à 0,75 dioptrie, on ira vers un presbylastique. Si on a
un OSI supérieur à 3,5, on ira vers une cataracte. Et pourquoi? Ben parce que le presbylésique, il a quand même pas mal d'avantages. C'est une chirurgie non invasive. On a bien sûr une conservation de l'accommodation. C'est une vision continue physiologique. Le taux de satisfaction est élevé. Et puis, on peut faire des multifocaux post-presbylésiques sans aucun problème, surtout maintenant avec les formules de SRKT, voire de Barrett qu'on utilise fréquemment. Les inconvénients, ben, ça va être la myopie transitoire au départ, une chirurgie qui est plus onéreuse, des traitements, dit-on, limités dans le temps par rapport à un multifocal, mais les retraitements sont possibles. On sait qu'on peut refaire ensuite une monovision ou reprendre les deux yeux. En tout cas, peu ou pas de complications. Une invasion épithéliale, si des fois on fait retouche, des kératites sèches de temps en temps, les kératites lamellaires diffuses, elles sont extrêmement rares. Alors, pour vous parler des avantages et des inconvénients des implants multifocaux, ces avantages, c'est que c'est un traitement plus durable et immédiat surtout par rapport au presbylésique. Mais les inconvénients, c'est que c'est quand même en cas de chirurgie de cristallin clair, c'est une chirurgie très onéreuse. Le calcul d'implant erroné est possible et il faut faire là très attention. La perte d'accommodation, bien sûr, est définitive, parce qu'on ne voit pas de la même façon. Le taux de satisfaction est limité dû au phénomène photique, hein, c'est-à-dire qu'il y a l'eau, des glaires, etc. Et ça, c'est en rapport souvent avec le diamètre pupillaire. La PCO, elle va venir de toute manière, il suffit de l'attendre. Et les corps flottants, ben, c'est également fréquent. Et puis surtout, une irréversibilité de la technique. Voilà, c'est quand même les inconvénients, j'allais dire presque immédiats ou à long terme. Par contre, il y a quand même des complications immédiates ou à long terme. Comme on l'a vu ensemble, c'est quand même une chirurgie invasive. Rupture capsulaire issue du vitré postérieur, souvent pendant l'intervention. On peut avoir ensuite des membranes épéritiniennes, des décollements de rétine. On rappelle 5% de patients opérés avant 50 ans. L'œdème cystoïde également, qu'on voit également fréquemment. Alors, pour conclure, bien que les complications de la chirurgie intraoculaire soient beaucoup plus sérieuses, elles sont souvent mieux acceptées que la chirurgie cornéenne, probablement en tout cas, on dira, par méconnaissance des traitements cornéens. Malgré les améliorations des EDOF, la chirurgie cornéenne va rester moins invasive et elle devrait être indiquée en première intention parce que c'est une chirurgie conservatrice et parce qu'aujourd'hui, on reste de plus en plus conservateur dans toutes les techniques. Quoi qu'il en soit, ces deux techniques ne doivent pas être opposées, mais elles doivent être complémentaires. C'est-à-dire que, de toute manière, des patients très satisfaits d'un presbylésique vont être beaucoup moins exigeants lors d'une cataracte avérée par rapport à un cristallin clair et ils vont être très demandeurs d'implants multifocaux secondairement qui sont très faciles à calculer à l'heure actuelle et donc beaucoup moins exigeants. D'autant plus que, je rappelle que ils vont garder la profondeur de champ qui est induite par le presbylésique et qui optimise les résultats post-multifocaux. En France, une acuité visuelle supérieure à 5/10 n'est toujours pas considérée légalement comme une cataracte et n'ouvre pas de droit au remboursement et on peut être même être attaqué médico-légalement. Alors, l'avantage en presbylésique est important et il permettra des indications beaucoup plus objectives et grâce à l'utilisation justement de tous ces nouveaux logiciels dont on vous a parlé, et en particulier le Presbycore qu'on utilise en tout cas depuis de nombreuses années. Et je vous propose en tout cas de venir, pour ceux qui sont intéressés ici à Nice, vous former pour ces techniques de presbylésie. Je vous remercie pour votre attention et vous remercie encore. À bientôt.